Voilà, dans un instant, Valérie Pécresse, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, va nous rejoindre. Mais on va parler tout de suite des jeunes français, mais des jeunes du monde entier, en tout cas de 25 pays, qui ont été sondés sur leur vision du monde par Dominique Régnier, et notamment sa Fondation pour l'innovation politique. On est en ligne avec lui. Bonsoir Dominique Régnier, merci de nous répondre. La ministre Valérie Pécresse vous écoute. Vous avez fait une enquête planétaire avec les jeunes de 15 à 24 ans, près de 100 millions de personnes. Et vous évoquez cette jeunesse qui est globalement plutôt optimiste, qui regarde la mondialisation notamment et l'avenir avec plutôt beaucoup de rêves, de souhaits, de sourires, alors que notamment en France, eh bien, ça n'est pas du tout cela. Hein. Oui, la jeunesse mondiale très clairement exprime plus que de l'optimisme, une forme d'enthousiasme à l'égard du monde nouveau qui commence. C'est très fort en Europe, 65% des jeunes Européens. C'est encore plus fort au Brésil, en Inde et en Chine qui en a le record. On trouve ça aussi aux États-Unis, etc. Il y a 4 pays singuliers parmi lesquels la France. Et la France se singularise par une opinion compliquée qui combine 2 dimensions, mais il ne faut jamais oublier la deuxième. La première dimension, c'est effectivement un pessimisme quant à l'avenir du pays, mais la deuxième dimension, c'est une grande confiance quant à son avenir personnel. C'est-à-dire que les jeunes Français nous disent avoir confiance dans leur avenir personnel, professionnel compris, et douter de l'avenir de leur pays. C'est la combinaison des deux qui fait la singularité du cas français. Voilà, ça explique aussi que les femmes, les couples font beaucoup d'enfants et plus peut-être que dans d'autres pays. C'est assez lié. Alors Valérie Pécresse, merci de nous avoir rejoints. Vous travaillez évidemment sur la jeunesse avec l'enseignement supérieur. Comment vous réagissez à cette étude, notamment sur ce pessimisme des jeunes Français? Est-ce que c'est lié à leur avenir aussi professionnel, leur avenir d'étudiants Alors, il y a plusieurs dimensions. Ce que je pense, c'est que, d'une manière générale, on voit bien que la France n'a pas confiance en elle. On n'a pas confiance suffisamment dans notre pays pour relever les défis. Et c'est vrai que c'est très frappant. Des pays comme la Chine ou l'Inde, où il y a un taux d'inégalité quand même sans comparaison avec la France, où il y a une très grande pauvreté, ils sont très génèrent un dynamisme et un optimisme parce qu'ils pensent que l'avenir de leurs enfants sera meilleur que le leur. Et en fait, le problème de la France, c'est que cette croyance-là a disparu. Et c'est très profond parce que ça va même avec un problème de méfiance vis-à-vis du progrès scientifique. Là, aujourd'hui, oui, j'ai distribué, j'ai remis 50 prix de 340 millions d'euros de plans d'investissement d'avenir pour des laboratoires de recherche d'excellence. Vous auriez vu les projets qu'ils ont présentés. C'est des projets sur le climat, c'est des projets sur le cancer, c'est des projets sur le cerveau, c'est des projets aussi sur l'étude de la société contemporaine. Il y avait des projets exceptionnels qui vraiment donnaient foi dans l'avenir. Donc moi, j'aimerais qu'on laisse parler les chercheurs un peu pour qu'ils vous disent qu'un jour, ils rendront peut-être la vue aux aveugles, un jour, ils feront marcher des paralytiques. Il y a des choses extraordinaires dans le progrès, sans être naïf, qui se produisent aujourd'hui. Dominique Régnier, c'est ça, les jeunes Français et les jeunes Européens ne voient pas assez vers quoi? Vers l'avenir de leur pays et l'avenir de notre continent, dans le fond. Oui, alors c'est une génération qui n'a pas de chance parce qu'elle arrive à un moment, de ce point de vue-là, parce qu'elle arrive à un moment où il y a un discours collectif sur le déclassement de l'Europe dans le monde. Donc il faut quand même associer ça aussi au fait que les jeunes de 16 à 29 ans que nous avons interrogés sont par nature, je dirais, dans une phase plus de doute que les adultes. Ça, c'est évidemment aussi un élément très important à ajouter. Mais ce que je crois, c'est que ça ne les empêche pas d'être optimistes quant à leur avenir. Je le répète, ils voient bien que le monde est plein d'opportunités. Ce qu'ils ressentent parfois, c'est que leur propre pays, en tant que tel, collectivement, semble plus craindre le nouveau monde que s'en réjouir. Or, pour ces jeunes générations, ce sera leur vie entière, ce nouveau monde. Et donc, il faut trouver ce moyen de réconcilier l'époque et le pays. Voilà, en gros, les politiques, donnaient un peu confiance aux jeunes parce que vous ne leur dites pas assez qu'on a un bel avenir devant
Disons-le, quoi. Il y a d'autres sujets, effectivement, pour les jeunes. Ce que dit Dominique Régnier est très juste. C'est aussi la question de l'emploi des jeunes, la question de la place qu'on fait aux jeunes, l'accès au logement pour les jeunes, l'accès, j'allais dire, à la qualité de vie qu'ont leurs parents, qui leur semble inatteignable. Et ça, c'est un sujet sur lequel on est en train de travailler. Moi, je crois qu'il faut qu'on améliore considérablement la qualité de nos diplômes. Je pense qu'un jeune qui va à l'université, il y va pour avoir un emploi à la fin. Et la mission d'insertion professionnelle qu'on donne à l'université, elle doit se traduire par la conception des diplômes en lien avec le monde de l'entreprise, beaucoup plus, avec des stages, avec des langues, avec des technologies de l'information. Je pense qu'on a un défi qui est celui de la qualité de formation à l'université et de la professionnalisation, non pas vécue comme on va former que des comptables ou on va former que des juristes. La professionnalisation vécue comme un ensemble de compétences qu'on attend d'un jeune pour pouvoir l'embaucher. Merci beaucoup Dominique Régnier pour cette étude, donc évidemment de la Fondapol, étude planétaire, je le disais, sur les 15-24 ans. Valérie Pécresse, on va revenir tout de suite sur les études, évidemment, les diplômes, le site Postbac qui est un vrai casse-tête et qui angoisse les parents et les élèves. Mais juste un petit mot, parce que je voudrais vous faire écouter ce que vous avez dit hier soir sur Facebook, et vous le savez déjà, je crois. Ça fait le buzz sur Internet aujourd'hui, avec quelques remarques plutôt ironiques, mais on va l'écouter ensemble. Hein. Et bien sûr que si, l'économie numérique, elle connaît des révolutions tous les jours. Quand on voit qu'aujourd'hui, Facebook détrône Google, Facebook n'existait pas il y a un an, Facebook n'existait pas il y a un an. Voilà, c'est partout, évidemment. Bon. Non, mais c'est un lapsus de fin de nuit. On était dans une émission qui durait 2h15 et voilà. Donc, je voulais dire que Facebook était un média très récent. Alors, je ne peux pas être soupçonnée de croire vraiment que Facebook est né il y a un an, puisque j'étais l'un des premiers ministres à ouvrir mon compte Facebook en 2007. J'ai utilisé mon compte Facebook pour dialoguer avec les étudiants sur l'autonomie. Je l'ai utilisé pour dialoguer avec les militants pendant la primaire UMP pour les régionales. Donc voilà, le lapsus, ça arrive à tout le monde. Je voulais dire que c'était très récent. Le sens de mon propos, c'était d'expliquer qu'en réalité, si on faisait aujourd'hui des investissements en recherche et en innovation, on pouvait demain détrôner ceux qui nous paraissent indétrônables aujourd'hui. Par exemple, on parlait des écrans plats et des téléviseurs, on parlait du photovoltaïque, de la batterie électrique. On disait tout ça c'est fait en Asie, c'est trop tard, on a raté le coche. Et je disais mais non, on n'a pas raté le coche. Si Facebook peut détrôner Google en Facebook, un an, eh bien ça veut dire que aux États-Unis apparemment, hein, seulement aux États-Unis. Oui, mais c'est une révolution. Ça veut dire qu'en réalité, il n'y a plus de place acquise, il n'y a plus de situation acquise parce que le progrès technologique s'accélère tout le temps. Bon, alors qu'est-ce que ça vous a fait d'être la risée d'Internet aujourd'hui? C'est pas facile. Il y en a qui ont dit mais elle a deux profils, un en 2007, un en 2008. Peut-être que ce sont ses conseillers qui les gèrent, c'est pas elle. C'est évident que je passe pas ma vie à gérer mes profils, mais j'aime bien me balader parce que d'abord les capteurs c'est intéressant. En plus, c'est toujours sympathique de se dire qu'on a des amis dans la vie. Non mais vous en manquez. Malgré tout. De temps en temps, c'est dans le combat politique, c'est bien d'en avoir. Et en plus, ça m'a permis, ça a le côté copain d'avant, ça m'a permis de retrouver des copains d'avant. Mais au-delà de ça, je pense que c'est vrai que c'est fou comme le buzz part vite. C'est fou comme le buzz part vite. Vous êtes partout aujourd'hui. Un lapsus et c'est parti. Vous regrettez Pardon? Vous regrettez? Mais je regrette rien. Enfin, j'ai le droit de faire un lapsus. Je demande le droit au lapsus pour les hommes politiques. Et voilà. Et puis, il y en a qui sont plus ou moins drôles. Merci pour celui-là, en tout cas, et pour cette rectification, en tout cas, cette explication. Le site admission post-bac, j'ai fait un petit billet d'humeur tout à l'heure pour dire que c'était vraiment le stress pour les parents. Que demander aux jeunes à 17 ans? On sent le vécu de la mère de famille. On sent le vécu de la mère de famille. Et que c'était le stress pour les jeunes, qu'à 17 ans, il fallait qu'ils se décident en 2 mois, que c'était une jungle. C'est vrai quand même. C'est un formidable progrès. D'abord, parce que là, je suis en train de suivre, justement, pour essayer d'améliorer l'approche du portail admission post-bac dans lequel nous avons réussi à rassembler les 9000 formations post-bac offertes par le système français. Alors vous allez me dire, ça c'est terrorisant, cette jungle de 9000 formations. Oui, mais est-ce que c'est pas plus inquiétant de se dire que jusqu'à l'année dernière, puisque là le portail n'a qu'un an, jusqu'à l'année dernière, les lycéens ne se posaient la question de leur avenir, pour la grande majorité d'entre eux, que le bac en poche, c'est-à-dire au mois de juin. Et est-ce que ce n'est pas une bonne chose que dès le mois de janvier, on les prévienne
qu'après le bac, il y aura un choix beaucoup plus important encore, qui sera le choix de leur avenir, et qu'on leur ouvre un peu les perspectives, qu'on les force à réfléchir. Alors, la vérité, c'est qu'avec Luc Châtel, ce que nous voulons, c'est anticiper tous ces choix d'orientation, et la réforme que Luc a mis en place avec un dialogue sur l'orientation dès la classe de seconde est évidemment une très bonne réforme. Simplement, aujourd'hui, nous sommes en période de transition, nous avons des jeunes qui sont en terminale, qui sont devant le portail, et il faut les aider à se repérer dans ce maquis. À la fois leur bac à passer avec le stress que ça représente, et en même temps à se décider sur l'avenir. Oui, alors, mais c'est important, parce bien que sûr, sinon, est-ce que tout le monde est égal devant ce site? Est-ce que, je ne sais pas, est-ce qu'on a assez d'informations? Est-ce que l'information passe bien? Est-ce qu'on n'est pas cantonné? On est beaucoup plus égal devant ce portail qu'on était égaux avant face à l'admission à l'université. Parce qu'avant, il n'y avait rien. Là, le portail a un intérêt, c'est qu'il y a sur le portail d'abord toute une série d'informations, notamment sur les prérequis qui vous permettront de réussir ou pas dans telle formation, notamment aussi sur les métiers, les débouchés professionnels, etc., qu'il n'y avait pas avant. On allait un petit peu au petit bonheur la chance s'inscrire dans l'université la plus proche. On choisissait souvent l'université pour de mauvaises raisons. Aujourd'hui, on est beaucoup plus guidé. Et il y a même du conseil personnalisé. Vous pouvez dématérialiser vos dossiers d'inscription sur certaines formations et on vous renvoie un conseil personnalisé. Et alors, quand on se trompe, parce qu'on se trompe à 17 ans, on peut aussi découvrir sa vocation le 1er avril, quand on a fini les inscriptions sur le site. Mais l'intérêt d'admission post-bac, c'est que vous mettez tous vos choix. Alors, le problème, c'est qu'il faut les hiérarchiser. Donc, il faut les mettre vraiment dans l'ordre de préférence. Mais vous pouvez toujours, si on vous affecte dans un choix où vous n'êtes pas vraiment sûr, dire oui, mais. Et oui, mais, ça veut dire vous acceptez, mais vous attendez pour confirmer. Donc on peut encore hésiter. Et j'ajoute qu'il y a un droit à l'erreur, puisqu'on peut revoir ses choix en tout cas, en deuxième phase. L'ordre des choix, on peut le revoir. On peut revoir l'ordre des choix. Mais c'est vrai que c'est compliqué, mais en même temps... Il faut l'améliorer, c'est ce que vous disiez il y a quelque temps. On va forcément... Je pense surtout qu'il faut l'anticiper. C'est-à-dire qu'il faut commencer le conseil plus tôt. Moi, ce que j'aimerais, il y a 10 académies qui sont candidates pour l'année prochaine. J'aimerais qu'on puisse faire une expérience dès l'automne de la terminale, à un moment un peu plus en amont, pour qu'on ait du conseil personnalisé pour guider les jeunes dans ce maquis des filières. Mais vous voyez bien qu'on a posé une question qui est cruciale. Aujourd'hui, en terminale, le devoir d'un proviseur de lycée, c'est pas seulement de faire passer le bac à ses élèves et d'avoir tant de pourcents de réussite au bac. Le problème, c'est de les guider vers l'après. Et c'est comme ça qu'on aura des jeunes qui échoueront moins à l'université. On avait un jeune sur 2 qui échouait en première année à l'université, et souvent pour des erreurs d'orientation. On va voir cela. Juste un petit mot, parce que notre sondage sur les... on sort aujourd'hui notre premier sondage sur la présidentielle, et il y a un focus sur les primaires socialistes. Les primaires, vous les avez vécues, vous, et c'est pas du tout une partie de plaisir, franchement. Alors, les primaires... Quel conseil vous donnez à vos amis socialistes? Je crois qu'aujourd'hui, c'est inéluctable et c'est un mal nécessaire. Parce qu'un militant d'un parti politique au XXIe siècle, il veut choisir son candidat. Donc, on ne fera plus d'élections sans primaire. Et mon expérience me pousse à dire que vraiment... mais c'est dur ou c'est facile ou c'est agréable ou c'est dur? Non, c'est une épreuve très difficile parce que même si on met toutes sortes de guides de bonne conduite au départ, forcément il y a de l'agressivité, c'est une compétition et puis on joue quand même gros. Alors moi je jouais une candidature pour l'Île-de-France, mais je jouais pas la présidentielle, voilà. Vous voyez. Et puis surtout à 60 ans. À 60 ans, c'est un peu le dernier combat quand même. Donc où on est premier, où on est second. Là, Martine Aubry pourrait dépasser Dominique Strauss-Kahn dans notre sondage s'ils étaient l'un en face de l'autre au second tour de primaire socialiste. Ça vous surprend ? Non, ça ne me surprend pas parce que je pense qu'il y a une forme de reconnaissance chez les militants socialistes du travail accompli. Et c'est vrai que Dominique Strauss-Kahn donne le sentiment d'avoir une position bien confortable, un poste très honorifique, mais bien loin, j'allais dire, de la glaise, de la politique française. Il n'est pas dans les usines le matin, il n'est pas dans les transports en commun l'après-midi, il n'est pas dans les hôpitaux le soir. Vous voyez, donc, et puis, il ne fait pas le tour de France. Donc, je pense que ça... mais les Français, ils sont comme nous tous, ils attendent de leurs élus qu'ils soient à leur service. En tout cas, ils battent tous Nicolas Sarkozy, hein. Vous êtes au courant. Oui, mais ça va, ça vient. Vous savez, moi j'ai rejoint Jacques Chirac, il était à 12% dans les sondages ou à 20%. Balladur gagné en 94, Jospin gagné en 2002. Vous savez, il ne faut jamais se déplacer pour aller voter parce que les sondeurs décident 6 mois avant l'élection qui va gagner. Moi, je n'y crois absolument pas. Et au contraire, je pense que il y a peut-être
avec la crise économique, une période de doute sur l'efficacité de la politique gouvernementale, mais moi je suis sûre qu'elle va porter ses fruits, notamment les investissements d'avenir, les 22 milliards d'euros que nous allons investir dans la recherche, qui créeront de l'emploi, j'en suis sûre. Merci beaucoup Valérie Pécresse d'être venue sur le plateau de BFM TV. On va continuer à parler de ce sondage juste après le journal de Mathieu Coache et le feuilleton politique, le journal qui commence par cette disparition inquiétante à Pornic. À tout de suite.